Salut tout le monde, bonjour à tous. Bonjour. Et Ten Green qui est là, RFA en vignette. Bah oui, RFA quand ils bossent bien et qu'ils amènent du matos au pad. On avait déjà parlé de RFA la semaine dernière, puisqu'ils avaient fait le... On avait eu vent qu'ils avaient fait le infostatique de la RFA One dans les Shetland. Et là on a eu... Ils n'avaient pas communiqué encore, on était en avance sur les news, mais bon... Quand vous suivez l'industrie de près, vous êtes au courant très vite de tout ce qui se passe. C'est impossible de cacher quoi que ce soit dans ce business. Donc ouais, on va reparler de RFA aujourd'hui parce qu'ils ont fait de la com. Ils ont fait de la com depuis. Donc c'est bien. Donc ouais, une grosse semaine, une chier de news. Donc on va pas traîner. Il y a le Grand Prix de Formule 1, les qualifs tout à l'heure. Donc faut que j'épluche mes patates pour me faire des frites. Alors on va voir. J'ai des priorités aussi dans la vie, hein, voilà. Mais tout est prêt, tout est prêt. Donc ouais, RFA. Semaine dernière, ils avaient fait le feu statique. On n'avait pas eu de com de leur part. Ils étaient restés silencieux, à part qu'ils avaient juste dit que tout s'était bien passé. On aurait aimé, on cache pas, à l'ère SpaceX, on apprécie d'avoir de la com. Surtout qu'il faut se vendre, surtout en Europe. Hein. Trouver de l'argent, c'est difficile. Montrer qu'on arrive à faire un feu statique, c'est cool quoi. Donc, ils ont fait de la com. Je vais couper ma musique. Voilà. Et voici la vidéo. Tu l'as vu la vidéo Ten Green du feu statique de leur vidéo de com? Ah non. Non bah écoute regarde, parce que ça vaut le coup d'œil. Regarde, on est dans les îles Shetland, au nord d'Angleterre. Le nouveau pad de Saxavant. Première fois que le pad est utilisé pour une mise à fond. Incroyable la vue des 4 moteurs Alix. Hein. Franchement, ils ont des super angles de caméra, ça a travaillé la com. Hein. Oh, les mecs sont dans un container. C'est ce qu'on aime. Un petit pied préfabriqué, la vache, ça aide, hein. Pareil, je suppose. Bizarre le retour son. Attends, je vais la remettre en coupant mon micro. Peut-être que c'est ça. Regarde. Hop. Il n'y a plus de son là. Ah bah s'il y a plus de son, il y a plus de son. Hein. Tant pis. Hein. Bah vous l'avez eu une fois. Attendez, c'est pas normal que vous ayez pas un meilleur retour que ça. Vraiment, vous devriez l'avoir. Oh putain. Et là. Je recoupe mon micro. Two, one, zero. Engine 1 ignited, good RPM. Engine 2 ignited, good RPM. Engine 3 ignited, good RPM. Engine 4 ignited, big high on the RPM, but looks good. Propre, hein? Elle est belle la vidéo Ten Green, hein? Ça rend bien, hein? Ah bah oui. Bon travail, hein? Vous avez vu ce qu'on fait avec un peu de com? C'est plus que Ariane Espace a quasiment jamais fait, hein?
en termes de visuel avec drone, plan avec drone et tout, les caméras à l'intérieur du premier étage. Voici ce que le privé européen est capable de faire avec pas de thunes. Quasiment pas de thunes. Très impressionnant. Ça fait plaisir de voir ça. Franchement, c'est une nouvelle ère qui commence, on espère. Qu'ils vont avoir un tir réussi et tout. Et normalement, ils vont tirer cet été, hein, RFA. Putain, s'ils allaient du premier coup en orbite. Oh là 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 là. Ça va gueuler, hein. Ça serait taper du poing sur la table en mode... Regardez. Regardez. Même Avio, je peux vous dire que chez Avio, il y aurait des anus qui commenceraient à faire prout, hein, parce que là, il y a de la concurrence qui arrive et les gens ont les dents longues. Donc on leur souhaite que du succès à RFA. Et on espère qu'ils vont venir secouer ce mammouth spatial européen qui a besoin de prendre des coups de pied au fion pour que ça bouge. Vraiment que ça bouge, parce que la concurrence est terrible de l'autre côté d'Atlantique. Et ouais. D'ailleurs, à propos d'Ariane, hein, l'ESA a annoncé que le premier WDR, donc Wet Dress Rehearsal, je sais même pas c'est quoi le nom en français pour un WDR, j'emploie toujours le terme anglais parce que bah merde, c'est pratique. Une simulation de tir, je pense, ou quelque chose comme ça. Simulation de mise à feu, peut-être, un WDR. Wet Dress Rehearsal en anglais, c'est quand vous faites tout comme si vous allez tirer, mais au lieu d'appuyer sur le bouton pour tirer, vous tirez pas. Et vous restez juste comme ça et vous patientez un petit peu. Donc Ariane 6 va faire son premier WDR le 18 juin. C'est une étape incroyablement importante. Vous ne tirez pas une fusée sans un WDR réussi. On a vu les SLS, il aurait fallu presque 5 WDR pour arriver à avoir des datas satisfaisantes. Donc on va voir si Ariane 6 va être capable de faire ça propre et de faire un WDR réussi. C'est une étape majeure. C'est l'étape majeure. C'est là où on voit que Starship, c'est assez incroyable qu'ils arrivent à faire leur WDR du premier coup. On s'habitue à voir des WDR réussis alors que il n'est pas rare que vous devez vous y prendre à plusieurs reprises parce que vous voulez trouver... Que t'es une merde à la con. N'importe quoi, c'est une data qui n'est pas satisfaisante sur des températures et tout ça. Les WDR sont là pour identifier les problèmes en fait. Que tu veux pas avoir pendant le tir. Voilà. Mais donc ouais, on va voir. Mais on attend ça avec impatience. 18 juin, donc c'est dans moins d'un mois. Donc moins d'un mois, c'est cool. Hein. Sachant que si le WDR est une réussite, il n'y aura pas grand chose qui va les arrêter avant de tirer. Hein. Donc après ça, faudra mettre les couches, Ariane 6 au pad, et il faudra appuyer sur le bouton. Hein. Et faudra tirer. Et il faut qu'il tire. Parce qu'il y a trop de concurrence, il y a trop de choses qui vont vite en ce moment. Et il faut de la Ariane, il faut que ça vole Ariane, très rapidement. Parce que c'est compliqué en ce moment. Stoppé par le summer break. T'imagines, Ten Green? Non mais là on part en vacances tous, on revient le 1er août. À l'aide, hein. À l'aide, hein. À l'aide, hein. Surtout quand vous voyez ce qui se passe chez la concurrence, ça fait peur. Hein. Donc regardez, il y a une petite coiffe d'Ariane 6. Hey, regardez comment c'est propre. Là je vois mon appart. Je regarde dessous le PC et le radiateur. Je pourrais manger par terre là. C'est l'aérospatial. Hein. Regardez-moi ça. Regardez. Osez me dire que chez vous c'est plus propre que là. Ten Green. Tu vas pas me faire croire que chez toi. Ah non, j'avais de la vie. C'est plus propre que chez ces tarés là. C'est super. C'est incroyable. Mais bon, c'est l'aérospatial. Il faut que ce soit comme ça. Quand vous jouez avec de la technologie de pointe à ce niveau, on a vu que c'était partout pareil. Hein. On avait vu souvent on voit les halls d'assemblage à Cap Canaveral, à Roscosmos. C'est le point commun, c'est la propreté des locaux. Putain, c'est nickel quoi. Mais il faut. Donc ouais, on attend avec impatience fin juin le WDR de Ariane 6. On espère, j'ose pas y croire, que ce sera diffusé. On espère qu'ils vont... on voit tout le monde, on voit SpaceX faire pour ses WDR maintenant, faire une couverture média propre et tout. On espère que Ariane, ils vont se bouger le boule et ils vont aussi... on veut voir. Et contrairement à SpaceX, Ariane, c'est les deniers du contribuable européen. Il y a une obligation de transparence, de montrer aux gens
comment l'argent est utilisé. Donc ça serait bien qu'ils se bougent le boule et qu'ils améliorent leur com un petit peu. Bon, passons aux États-Unis. Starliner. Starliner, le running gag Starliner qui devait décoller début mai. Premier vol de certification avec 2 astronautes. Décalé. Ils ont une fuite d'hélium sur le 2e étage. Une fuite d'hélium non identifiée. Ils savent pas d'où elle vient, mais elle est là. Boeing a assuré à la NASA que c'était pas un problème parce que la fuite d'hélium était sous contrôle, mais elle sait pas d'où elle vient. Donc les taux de la fuite d'hélium sont suffisamment bons pour tirer en toute sécurité. C'est terrifiant d'entendre ça. Hein. Pendant qu'ils ont une fuite d'hélium, ils savent qu'elle est là depuis longtemps, hein, mais Boeing considère que c'est bon. Parce que elle est sous contrôle. Mais il y a une fuite d'hélium et ils savent pas d'où elle vient. C'est... Non, mais j'attends plus rien d'eux, moi, de toute façon. Donc c'était prévu pour décoller le 23, 24, ça a encore décollé. Ils ont décollé au 1er juin. Ça nous a bien fait rigoler parce que 1er juin était la date potentielle pour Starship. Voilà. Mais ça a été décalé Starship. Normalement, on serait sur du 5 juin, je vais en reparler. Donc ouais, possiblement Starliner a été redécalé au 1er juin. À voir si ça va décoller ou pas. On n'en attend pas grand-chose, soyons honnêtes. Hein. Starship, on n'en attend pas grand-chose. Starship, pardon. Starliner, ouais. J'ai du mal à croire que ça va voler. Ils ont un David Goodenough, c'est pas un David. C'est l'entièreté du management des David Goodenough à ce niveau-là. Et encore, David Goodenough serait un modèle intègre de travail. Non, ils ont des énormes problèmes en interne et ça se voit. Tu donnes pas ça comme excuse. Oh non, mais on a un souci technique, mais il est sous contrôle, même si on sait pas où il est. C'est terrible en termes de... Là, j'ai dû voir qui dit ça, c'est très grave. Hein. Tu mets des gens dedans, putain. C'est pas genre un vol à l'ISS de cargo. Tu mets des astronautes. Putain, moi je voudrais pas être astronaute, hein, qu'on me dise ah, il y a une fuite d'hélium, vous savez pas d'où elle vient? Ah bah c'est rassurant. Putain. Ouais, écoutez, peut-être que ça va bien se passer, hein, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Pendant ce temps, vous vous rappelez qu'on avait parlé de Dream Chaser. Dream Chaser qui avait fini sa phase d'essai de test d'ambiance pour possiblement un tir en automne. Bah, Dream Chaser est arrivé déjà à Cap Canaveral pour son intégration sur une Vulcan. En ce moment, qu'est-ce que ça fonce? On se régale. Hein. L'école du micro en bois. J'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo en prononçable. L'école du micro en bois. Merci pour ton sub, mec. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Donc ouais, on apprécie le dynamisme de l'industrie en ce moment. Hein. D'ailleurs, Ten Green, j'ai même pas montré de photo, mais il y a la New Glenn au pad, sûrement le Pathfinder, pour les infrastructures, qui a été amené hier. On a la New Glenn de retour au pad. Donc ça bouge, hein, ça fait plaisir. Donc là, on a Dream Chaser, qui est arrivé à Cap Canaveral. Donc normalement, Dream Chaser, tout est bon, a validé tous ses tests d'ambiance et de conditions et tout ça. Et maintenant, c'est l'intégration sur une Vulcan. Ils doivent encore faire tous les tests électromagnétiques et tout. Comme je dis, c'est un nouveau système. Il va y avoir beaucoup de choses à tester en termes de compatibilité avec la Vulcan et tout ça. Mais c'est très très bon signe. On le dira jamais assez, mais qu'est-ce que Dream Chaser est belle! Oh là 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 là! J'en ai vu des gens qui critiquent parfois Dream Chaser et tout. Mais jamais ça ne critique le design de Dream Chaser. C'est un des plus beaux véhicules qu'on ait vu depuis très très longtemps. Hein, Ten Green, t'en penses quoi? Mais il a vraiment... Enfin, bon, je suis désolé, j'aurais adoré que l'armée se vole, parce que putain, ça calme de la gueule, hein, les vaisseaux type navette comme ça. C'est incroyable. C'est un des plus beaux véhicules. Et c'est un bon compromis. La navette, c'était compliqué. C'était trop gros. Trop gros la navette. Et là, Dream Chaser, potentiellement, est une parfaite balance entre la navette, en termes de taille, de réutilisation et tout ça. Et quel beau véhicule. Surtout que tu peux en produire. Ils ont déjà une deuxième en construction et tout ça. Donc ça traîne pas. Ouais. Hein. C'est plus facile à industrialiser un petit modèle. Ouais. Ça reste quand même très technique, hein, mais ça reste quand même plus facile que l'autre navette. Elle était beaucoup trop grosse à entretenir, c'était trop compliqué. Ah bah oui, hein, c'est énorme. La navette, c'était des surcoûts. Une fois qu'elle était revenue, c'était 6 mois d'entretien. Rien que sur le bouclier.
Non, c'était cataclysmique la navette. Donc avoir ce genre de petit véhicule, c'est beaucoup plus flexible et polyvalent. Surtout pour faire par exemple du ravitaillement à l'ISS ou amener des gens. C'est super pratique. Tu les fais décoller d'un aéroport et tout. Excellent quoi. Enfin, tu les fais atterrir sur un aéroport et décoller sur une Vulcan, mais c'est... Mais t'as moins besoin d'avoir un énorme lanceur. Voilà. Donc ouais, très très beau joujou. Hein. Et donc on va bientôt le voir au pad. Hein. C'est... Comme dit, on va avoir un été incroyable. Hein. Entre les New Glenn, qu'on espère voir voler, moi j'y crois pas une seule seconde, hein, mais écoutez, ils le disent. Hein. Entre les New Glenn, les Starship, ça va envoyer Ariane 6, RFA... la Vulcan, on espère en septembre. De toute façon, ULA va mettre la pression pour que ça aille vite, hein, parce que ULA, il leur faut les certifications pour les Space Force. Donc, il y a le couteau sous la gorge, le couteau financier. Ça va bouger cet été. Hein. On va se régaler. Hein. Donc, ouais, hâte de voir Starliner, Dream Chaser au pad. Je le sens bien. Bah écoute, moi, la New Glenn, j'y croirais. Alors, écoute, la New Glenn, ils vont même pas faire de feu statique. Hein. Ils vont directement allumer les 7 moteurs pour la première fois. Directement pour le premier vol, hein. J'y crois pas une seconde. Hein. Il n'y a pas un lancement, il y a eu tout à l'heure Rocket Lab qui a tiré pour la NASA. Bon, bah tiens, à propos de Rocket Lab, parfait. Rocket Lab qui a tiré tout à l'heure pour la NASA depuis la Nouvelle-Zélande, des satellites. Alors, Rocket Lab qui est super bien en ce moment. Le fait qu'il soit en monopole sur les micro-lanceurs, bah ouais. La Rocket Lab, avec la faillite de Virgin Orbit, la quasi-faillite de Astra, bah Rocket Lab est en monopole avec un très bon petit lanceur et il y a le marché, hein, pour des micro-lanceurs. C'est pour ça qu'il y en a autant qui veulent faire des micro-lanceurs. C'est qu'il y a un marché potentiel et en ce moment, bah, Rocket Lab sont les seuls au monde sur ce marché. Et il y a un énorme business pour ça. Là, c'était pour sûrement, je crois, des satellites de la NASA météo, je crois. 8, 7. New Glenn, c'est combien de moteurs VE4? 7 5, 4, 3, 2, 7 moteurs VE4. 1. Généralement, quand c'est des tirs sensibles pour les Space Force, ils tirent depuis la Virginie, depuis leur nouveau pad, Rocket Lab. Et quand c'est des vols civils, pour des entités civiles ou commerciales, ils tirent depuis la Nouvelle-Zélande, comme là. D'ailleurs, je crois que Ten Green, ça doit être le 52e tir, je crois, ou 51e d'une Electron. Ça va pas mal, hein? Stage 1 propulsion. And with that, we have lift off from Launch Complex 1 of our 48 Matez-moi ça, les 9 Electron moteurs mission. Rutherford. Ready Aim Pre-Fire is in the air and on its way to space with its NASA payload. Soon we'll be hearing the call out for Max Q, otherwise known as Max Ouais, ils sont en monopole. which is the point during Ils sont en Electron's monopole. ascent Alors of the techniquement, structure SpaceX under the peut most tirer des of micro-lanceurs We'll hear from avec leur James mission Bond. Rideshare, ce qu'ils font de temps en temps, donc généralement ils en tirent 50 d'un coup hein, de CubeSat. Ça fait grincer des dents Rocket Lab parce que bah, ils voient des clients partir. Mais High voltage battery discharges. alors le vol s'est bien passé, hein, on va pas... Est-ce qu'on a... Ouais si, attendez, on va aller voir un petit peu encore plus loin. On va aller Max Q et compagnie. Cleared Max Q. Mais quand vous allez voir le carnet de commande de Rocket Lab, And that was the Max Q milestone, monopole, ça passed paye. cleanly through by Electron as it carries on its mission to orbit for NASA. We're now at over 18 kilometers in altitude attendez, on va avancer un petit when the peu. booster disconnects from stage. Hop. 43 km d'altitude. Ah, les vues embarquées. Miko Voilà. Miko. Main engine cut-off. Ils ont coupé le premier étage. Voilà, séparation, magnifique. Stage separation successful. Stage 2 ignition confirmed. Le problème, c'est qu'il faut les trouver, les 50 CubeSats aussi. Donc non seulement il faut que tu trouves 50 CubeSats, mais surtout... Stage separation and engine On va en reparler. start on that Hop, second hop, stage. hop. Un des problèmes, c'est que tout le monde ne veut pas aller à la même orbite. C'est aussi important, mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins au niveau orbite. Donc le problème de SpaceX, c'est que SpaceX disent, écoutez, nous on coûte pas cher, mais on peut au mieux vous mettre à cette orbite-là. Clac. Alors que Rocket Lab, c'est à la carte. Rocket Lab, si vous voulez aller à cette altitude-là, vous allez peut-être payer plus cher. Un service premium en micro-lanceur, mais ils vont vous mettre à une orbite bien spécifique. Donc là, c'est pour ça que la NASA, vous allez généralement pas voir la NASA à bord d'une rideshare, parce que la NASA est prête à payer un peu plus cher
pour tirer plus rapidement, mais aussi avoir une orbite bien spécifique et avoir une série de tirs. Je crois que là, ça, c'est une série de plusieurs satellites. Voilà. Donc, ouais, mais Firefly, c'est plus une espèce de petite Falcon 9 qu'ils ont. Electron, c'est une petite fusée, hein, vraiment. Hein. C'est une petite fusée. Hein. Donc, regardez le carnet de commande. Hop, hop. Donc ça, c'était... D'ailleurs, ça n'a même pas été mis à jour, puisque 25 mai à 7h15, le tir est encore considéré comme pas fait. Mais regarde Ten Green, le carnet de commande pour 2024. On est en mai, hein. 2024. Donc là, ce tir a été fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ils ont au moins 20 tirs quasiment de prévus pour 2024. C'est incroyable. Ils sont en monopole. Toutes les compagnies que vous voyez là, si vous regardez bien, c'est pas des CubeSat, c'est des constellations. Regarde, Kinéis, 4 satellites. Black Sky, c'est de l'imagerie, c'est 5 satellites. Donc plutôt que de passer par SpaceX, ils vont tirer à chaque fois une fusée. Et Black Sky, ils avaient perdu un satellite il y a longtemps, mais Black Sky, c'est l'opérateur Rocket Lab, c'est le service qu'ils utilisent. Donc ce que vous voyez là, c'est pas des petits mecs qui veulent mettre un CubeSat, c'est des compagnies qui sont prêtes à payer Rocket Lab pour avoir une orbite très spécifique, parce que les satellites d'observation, vous les mettez pas n'importe où. Et vous avez là, Black Sky qui achète quasiment 10 électrons, parce qu'ils ont déjà pas mal tiré sur Rocket Lab. Kinéis qui ont acheté 4 électrons. Okai 360, 2 électrons. Synspective, 2 électrons. Spire Global, 2 électrons. Et Kinéis, ils sont aussi là-haut. Donc Kinéis, c'est 5 électrons. Et où la NASA qui achète carrément. Donc Prefire, là on a eu Prefire 1, mais on aura Prefire 2 début juin. Donc voilà comment Rocket Lab fait son argent en offrant un service premium à des grosses compagnies d'obs. Donc c'est beaucoup de satellites d'observation et tout ça. Contrairement, ils tirent pas des petits CubeSat et tout ça. Voilà. Avec le retard, tu penses que les micro-lanceurs français tels que Latitude ont un avenir? Non. Je pense que les micro-lanceurs européens vont arriver sur un marché giga compétitif. Et que s'il y en a un qui survit sur tous, ce sera déjà incroyable. Oh oui, parce que là, je ne me rends pas compte, mais ça va être un challenge. Et maintenant que plus en plus d'entreprises font des plus gros... plus grosses fusées type Falcon 9, ça va déboucher aussi la catégorie au-dessus. Ouais, le souci, c'est la compétitivité du marché et le fait que le prix du kilogramme est en train de s'effondrer dans l'espace. C'est plus rentable maintenant, vu le prix de la Falcon 9, c'est plus rentable de faire un gros satellite, ce qui n'était pas le cas avant, que de faire des petits satellites. Et attendez que Starship arrive. Quand Starship va être opérationnel et réutilisable, les grosses compagnies vont commencer à se dire « Ah putain, si on peut envoyer 100 tonnes en orbite pour pas cher, est-ce qu'on ferait pas une énorme plateforme d'observation plutôt que de faire des petites constellations à la con et tout ça ?» Il y a un monde où le marché va se révolutionner parce que le prix du kilogramme en orbite, pour le mettre en orbite, va s'effondrer aussi. Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, pour toutes ces compagnies, c'est l'innovation qui va les sauver. Il faut être super compétitif, il faut faire du réutilisable et faire peut-être des plus grosses fusées. Je pense pas que les micro-lanceurs ont de l'avenir. C'est pour ça que Rocket Lab fait la Neutron. C'est pour ça que Relativity Space fait la Terran 1. Parce que eux ont compris déjà qu'en termes d'avenir, les micro-lanceurs sont peut-être pas une solution d'avenir. Voilà. Bientôt, ce sera la F9, le micro-lanceur. Oui, absolument. La F9 sera un micro-lanceur très facile à tirer, super flexible. C'est déjà en soi une mécanique de micro-lancement. La F9, tellement ils en tirent et ils la récupèrent. Voilà. Donc, je ne pense pas que toutes ces compagnies françaises et tout ça vont survivre parce que le marché est trop compétitif. On a vu d'autres micro-lanceurs. Hein. Virgin Orbit avait les reins solides, ils ont fait faillite. Astra est aussi quasiment en faillite. Donc, ces compagnies avaient plus de moyens financiers que toutes les compagnies que tu me dis là, Berthaud Gansgay. Donc, je ne donne pas cher de la peau de tous ces micro-lanceurs français et européens. Ils vont arriver sur un marché tellement compétitif. Donc, à moins d'avoir des préférences européennes et des subventions européennes, je ne pense pas qu'ils vont survivre. J'espère que j'ai tort. Mais je les vois pas survivre. T'en penses quoi, toi, Ten Green?
Ah, ça dépend comment serait la situation. Ils seront en train de voler, hein, j'ai envie de dire. Hein, mais là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. Et eux sont. Et dis-toi, Berto Grandsgard, qu'ils sont à des années. Ils sont à des années d'être opérationnels, tes machins là encore. Même pour la DGA, c'est pas utile pour le sensible. Mais faut déjà qu'il y ait une fusée qui vole. Hein. Faut déjà qu'il y ait des fusées qui volent. Là, y a rien qui vole pour le moment. Tu sais. En fait, le problème, c'est même quand ça va voler, est-ce que ça suffira le financement de la DGA pour réussir à financer C'est ça. l'entreprise? On a vu Astra aller en orbite et faire faillite. On a vu Virgin Orbit aller en orbite et faire faillite. Amener une fusée au pad et la faire voler n'est en rien. Ça, c'est le plus facile. Après, être viable financièrement, ça va être le plus compliqué pour ces compagnies. Et je ne vois pas comment ils vont survivre. Peut-être que j'ai tort. J'espère que j'ai tort. Donc ouais, voilà pour Rocket Lab. En tout cas, Rocket Lab, eux, ils se mettent bien. Ils font partie... C'est la seule compagnie des micro-lanceurs qui est parvenue à tirer son épingle du jeu et de lancer son business plan avec extrême efficacité. Rocket Lab, bravo à eux, parce qu'ils en ont chié Rocket Lab aussi. Hein. Rocket Lab, financièrement, ils sont pas passionnés de la banqueroute non plus. Hein. Bon, la minute SpaceX maintenant, hein, je sais que certains ils sont là juste pour ça. La minute SpaceX. Voici les chiffres Q1 2024 des lancements mondiaux, des charges utiles en orbite, des lancements mondiaux. SpaceX a mis en orbite 87% du tonnage mondial. Les Chinois sont juste derrière, avec Roscosmos, quasiment à égalité. Et après, vous avez Mitsubishi avec la H3, ou la H2, ouais, la H2A. Et vous avez les Indiens. Après, vous avez ULA, vous avez des micro-compagnies chinoises, vous avez même le corps islamique des gardes révolutionnaires iraniens, Ten Green, hein, dans le graphique. Ça bosse les Russes, mais les Russes tirent. Les Russes sont très discrets. Mais les Russes sont très prolifiques. Ils ont encore tiré la semaine dernière. Satellite militaire, ça a fait grand bruit parce que les Américains disent « Oh, les Russes, ils mettent des satellites militaires en orbite, blabla. » Qui est absent de ce graphe pour Q1 2024, Ten Green? Qui est le grand absent? L'Europe. L'Europe n'a pas tiré une seule charge utile Q1 2024. C'est terrifiant, hein. L'Iran a plus tiré que l'Europe. C'est ce que je vous dis. Alors, faut dire deux choses différentes. Il y a le corps révolutionnaire islamique qui a plus tiré que l'Europe et aussi l'agence spatiale iranienne. Iranienne, hein. Oui, oui. Oui, oui. Oh là 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 là. Tu l'as où sur ce graphique? Faut traîner sur les bons groupes sur Twitter. Il y a des gens qui font ce genre d'analyse. Donc SpaceX a tiré 87% du tonnage mondial. Donc il y a du Starlink et tout dedans, hein. Mais faut imaginer que SpaceX n'est pas seulement en monopole de l'industrie aux US, mais en monopole de l'industrie mondiale. Terrifiant de voir ça. Et ça, c'est grâce au renouvelable. C'est ce qu'ils avaient annoncé. De toute façon, les Chinois, ils l'avaient dit que le plus grand concurrent qu'on a, c'est SpaceX. Hein, c'est pas les USA. Donc ouais, c'est un truc de dingue. Hein. Donc ouais, voilà l'industrie Q1 2024. Et Ten Green, il va se passer quoi quand Starship va commencer à mettre des charges utiles en orbite? On y pense à ça. C'est en ce moment, quand ça va arriver, c'est terrifiant. Il va se passer quoi quand Starship va commencer à foutre 100 tonnes de satellites Starlink en orbite? Ça va être... Tu sais que Q1 2025, dans un an, ça pourrait être du 98% pour SpaceX. Si ça tire voilà, non-stop. C'est un truc de fou, hein. Donc ouais, voilà pour les graphes, quoi. Starlink a aussi fait beaucoup parler d'eux cette semaine. Starlink a atteint les 3 millions d'abonnés cette semaine. Donc on avait parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, de la rentabilité de Starlink qui était prévue d'être exceptionnelle, même si c'était fait par des externes. Par un cabinet d'analyse externe, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont fait les maths, c'est quasiment 7000 abonnés par jour supplémentaires pour Starlink. Si par rapport en termes de progression chiffrée, c'est possible de le faire. 7000 abonnés par jour, sachant que c'est considéré comme un service premium, hein, ça coûte cher Starlink pour le commun des mortels, c'est un gros investissement.
mais on serait sur du 7000 abonnés par jour, sachant que là, ils ont ouvert un énorme... ça fait quand même pas beaucoup d'abonnés dans le monde. 3 millions d'abonnés, mec, c'est plus que n'importe quel service d'internet par le spatial, d'internet par satellite. C'est ça que tu comprends pas, sur une durée de temps aussi courte, ils ont plus d'abonnés que les 2 plus gros opérateurs d'internet par satellite au monde. Tu sais, faut remettre dans le contexte, faut comparer ce qui est comparable. Toi, tu trouves que ça fait pas beaucoup de monde par rapport à 6 milliards d'humains. Quand tu le remets dans le contexte du spatial par internet, ils ont plus d'abonnés que les 2 plus gros opérateurs de satellite. Par rapport au terrestre, c'est rien, mais on s'en bat les couilles du terrestre. Nous, moi, je te parle par rapport à l'industrie. Regarde, toi aussi, t'es rien, t'es con, là, regarde. Toi, t'es rien et t'es con par rapport à 6 milliards d'humains. Si tu réagis comme ça, tout est petit, tout est inintéressant, tout est nul. Il faut remettre toujours dans un contexte industriel d'utilisation. Tu vois? Donc, par rapport au reste de l'industrie, c'est absolument énorme. Surtout sur une marge de croissance aussi faible. C'est-à-dire que ça fait pas longtemps que Starlink est opérationnel. Et les voir boomer à ce point et écraser la concurrence, parce que le service est vachement intéressant, et qu'ils se sont engouffrés en fait dans une faille où il n'y a pas de concurrence. C'est combien l'abonnement par an c'est combien l'abonnement? Il faut plutôt voir par mois, tu vois. Mais compte sur du 100 € par mois. Normalement, tu peux aller sur Starlink, ils vont te dire directement le prix des abonnements. Ouais, après en France, je crois que c'est moins cher. C'est 50 €, je crois, en France. En France, tu sais qu'en France, c'est intéressant. Quand t'as pas accès à de la fibre et que ton internet, c'est de la merde. J'en connais plein qui ont pris Starlink, moi, en France. Ah ouais? Bah ouais, bah ils sont dans des endroits, il n'y a pas de fibre. Bon, est-ce que je vais me faire chier à attendre? Bah non, je prends un abonnement Starlink et puis c'est dégage. Sylvain, merci pour ton prime, mec. 32 mois, Sylvain, bientôt 3 ans. Merci beaucoup. Donc ouais, faut comprendre qu'il y a un business. Si vous avez un petit peu d'argent, même au niveau professionnel, hein, là on parle au niveau privé, mais Ten Green, imagine, t'as une boîte de 15 personnes. C'est que dalle de payer 100 € par mois pour avoir une bonne connexion Internet. Et il y a énormément d'endroits où il n'y a pas Internet. Et en 2024, ne pas avoir de l'Internet haut débit pour le traitement de data, dans certains milieux, c'est criminel. Alors, du coup, là, je viens de regarder vite fait sur Starlink. Par mois, tu payes 40 €, mais avec le matériel en plus, c'est 349 €. En France, c'est quasiment donné pour avoir du bon Internet. Hein. Voilà. Bah, 40 balles, t'as l'équivalent de la fibre, mais... Franchement, je vous comprends pas, les gars. Là où je trouve intéressant pour Starlink, c'est pour la marine. Tu comprends pas l'intérêt d'avoir Starlink dans la Creuse? Pour un mec, pour un paysan, tu comprends pas l'intérêt d'avoir Starlink, de l'internet à haut débit, dans une zone grise? Enfin, je sais pas, souvent Il faut ça sur des tracteurs, il automatise tout, et tout est guidé par GPS. En fait, les gens qui comprennent pas l'intérêt de Starlink, c'est souvent des gens qui ont de l'internet, des pseudo-citadins, qui ont accès à de l'internet rapide, et qui comprennent pas, en fait, à quel point ça manque quand t'as pas internet au niveau professionnel. Voilà. Bah, j'ai pas dit ça, si, c'est ce que t'as dit. Là où je trouve intéressant, donc le reste n'est pas intéressant, non? Alors, on vous apprend à mieux rédiger tes phrases, ce qui est aussi un problème de ne pas savoir faire une phrase correctement. Voilà. Mais Starlink est intéressant partout où il n'y a pas d'internet au débit. En fait, faut comprendre une chose. Les installations en ville, ça coûte pas cher et c'est très rentable. Mais le problème, c'est hors des villes, bah ils sont pas forcément intéressés, parce que c'est privé, ils s'en foutent, eux. Ils veulent de la rentabilité, tu vas pas tirer une ligne pour... Bah ouais, aller mettre une ligne dans la Creuse, c'est une perte énorme d'argent. Donc vous trouvez énormément d'endroits où il y a un besoin criant d'internet au débit. Starlink est là pour boucher ce trou. En Australie, c'est de la folie. Au Brésil, c'est de la folie chez les fermiers. Parce que là, les fermiers, vous mettent un Starlink et d'un coup, ils commencent à automatiser les tracteurs et tout ça. Et vous avez un besoin, dans toutes les zones un peu négligées, un peu loin, vous avez un besoin d'internet au débit. Et c'est là où Starlink explose en ce moment. Voilà. Eutelsat avec OneWeb, ils en sont où? Ils ne sont pas sur ce créneau-là. Ils sont plus là pour bosser avec des grosses entreprises, avec des gouvernements. OneWeb n'est pas là pour le particulier. Et Starlink est en situation de monopole sur ce point-là. Voilà. Et très intéressant. Ouais, c'est ça. Regardez, cette semaine, Starlink, 2 nouveaux pays. L'Indonésie. L'Indonésie! Ça, c'est le poule aux œufs d'or. Hein, c'est la poule aux œufs d'or pour Starlink. Comme l'Inde, comme l'Indonésie. Il y a tellement... En Indonésie, c'est un pays industrialisé, l'Indonésie. Et il y a un manque d'internet en Indonésie, vu la configuration logistique du pays, qui est une logistique compliquée, avec des milliers d'îles.
Vous imaginez même pas le marché potentiel en Indonésie. D'ailleurs, Elon Musk était en Indonésie. Il connaît le président indonésien. Et voilà. Et Amazon, ça avance. Ouais, Amazon, ils ont déorbité leur premier prototype de Kuiper cette semaine. On est à des années d'avoir un système viable. Voilà. Attendez encore, c'est-à-dire là, s'ils commencent à tirer, vous mettez 2 ans pour qu'ils soient opérationnels, hein, au rythme auquel ils iront. Ouais, je dis même 2 voire 3 ans parce qu'ils ont aucun lanceur opérationnel au pad qui doit tirer leur satellite. C'est pour ça que je dis si jamais là ils peuvent tirer là à partir de maintenant, ça c'est autre chose quand ils vont arriver. Donc ouais, Starlink est en situation de monopole, a un système qui fonctionne magnifiquement bien, c'est aussi ça. Il y a plus de 200 bateaux de croisière équipés de Starlink. On met Starlink à bord des avions. Il y a la FCC cette semaine qui a autorisé Starlink, donc la nouvelle génération des V4, pour marcher à bord des véhicules. Et oui, vous pouvez mettre Starlink sur un camping-car et tout maintenant. C'est officiel depuis cette semaine. Donc vous allez avoir encore plus de gens qui vont juste mettre Starlink sur leur bagnole et tout ça. Vous pouvez le faire, ça marche très bien. La technologie est incroyablement fonctionnelle. Donc ouais, c'est assez incroyable de voir ce que fait Starlink en ce moment. Et le vent est en poupe, hein, parce qu'il y a encore des pays, des gros pays. Comme je dis, c'est un effet domino. Une fois qu'il y a de plus en plus de pays qui acceptent, les autres pays vont suivre parce qu'ils voient les intérêts d'avoir Starlink. Donc même en Afrique, il y a un énorme marché avec les gouvernements et tout. On voit l'Indonésie, ça va être un truc de dingue, quoi. Voilà, donc moi je mise le 4 millions d'abonnés cette année, hein, au rythme ça va. À voir si ça continue sur ce rythme-là, s'ils seraient sur leur lancée, oui, ou que ça s'accélère ou ça ralentisse, on verra bien de toute façon. D'ailleurs, à propos de Starlink, on avait un vol, c'était... Alors ça tire tous les 2-3 jours, hein, Starlink, hein, c'est l'usine, hein, mais il y a un vol de Starlink qui va nous intéresser. Voici le booster B1061, c'était il y a 4-5 jours de cela. Alors qu'ils ont tiré honte, mais c'est celui-là qui nous intéresse en particulier. Avec 23 satellites de Si jamais, Sanzam, c'est de la 4G, c'est mieux que de la 4G. C'est du laser, hein. C'est du laser, c'est incroyable. Et le Starlink en Chine n'arrivera jamais, hein. Les Chinois non. Starlink en Chine, non. La Chine est en train de faire son propre Starlink. Ils sont en train de mettre en place une constellation d'État. Ouais, c'est de la... Va tester, regardez les mecs combien ils ont de ping, on va voir la connexion. Allez voir les speed tests de Starlink online. C'est du laser, dans toutes les conditions météo, c'est de la folie. Hein. Ça marche très très bien la technologie. Donc ça c'était il y a quelques jours, vous avez vu le nombre d'abonnés qui monte? Forcément, plus il y a d'abonnés, plus il faut des moyens dans l'espace, parce que faut augmenter la bande passante. Donc vous comprenez pourquoi ils tirent tous les 2-3 jours du Starlink. C'est qu'il faut toujours amener plus de satellites, Ils sont à 6000 satellites en orbite là en ce moment Starlink. C'est totalement dingue. Vehicle supersonic. J'ai plus de wifi à 6 minutes dans ma cave. Mais c'est là si t'as un peu d'argent. C'est là où les gens qui ont un peu d'argent investir dans Starlink. Moi, mes parents par exemple. Mes parents, ils ont un internet pourri ADSL qui a 20 ans. Mais je leur dis, prenez Starlink. En Bretagne, soyez pas cons. Prenez Starlink. Ils arrivent pas à regarder la télé parce que c'est de la télé par internet, c'est Ten Green. Donc c'est pour regarder un film. Oui. Et je leur dis, mais prenez Starlink, vous avez du pognon, vous êtes à la retraite, vous votez Macron. Prenez Starlink. Et vous allez avoir une super connexion. Voilà. Quel est le nombre optimal d'abonnés pour Starlink? En fait, il n'y a pas de nombre optimal. Parce qu'ils tirent sans cesse plus d'infrastructures, plus de satellites, Mais c'est sans fin. Tant qu'ils en fait, le point de choc logistique était le nombre de tirs. Ils ont résolu le problème majeur de ce type d'infrastructure, qui est être capable de tirer 3 fois par semaine. De tirer 20 satellites. Et eux le font. Ils ont résolu le souci majeur de l'équation, qui était le nombre de tirs. Grâce aux renouvelables. Dis-moi, Cédric 5, t'as pas l'air d'être le couteau le plus affûté du tiroir, toi. Hein. La vache.
Putain, le niveau de tes commentaires, mec. Inquiète-toi. Il y a combien de satellites pour le moment de tirer? Plus de 6000. Et je crois qu'ils sont à 5400 en orbite. Matez-moi ça. Donc ça, c'est tellement devenu normal. Ils font ça 3 fois par semaine. Ça... Regardez les satellites Starlink. Voilà comment, avec ça, avec quoi vous recevez Internet. Hop, les coiffes. Ça, après, ils les déplient. Et c'est parti. Donc, ils en tirent. Donc là, c'est des V2 en connexion laser. Et nous, on va aller directement à la récupération. C'est ce qui nous intéresse. Ah ouais, tout ça, ça va être récupéré. Voilà, donc à gauche, vous avez, à droite, vous avez le deuxième étage qui part avec les satellites. À gauche, vous avez le booster B1061 qui commence à descendre. On est de nuit, donc forcément, on n'y voit rien. On va aller directement, voilà, 13 km d'altitude. Je vous montre ça parce qu'il y a une raison, hein. La disparition de la DSR a été programmée en France. Bah ouais, mais tu feras comment pour les gens qui ont rien d'autre? Hein? Je demande, hein. C'est bien beau de programmer des choses, hein. Ça, c'est les politiques parisiens. On va programmer la disparition de ça. Ouais, mais s'il n'y a rien d'autre, comment tu fais? Tu vas leur couper l'internet aux gens? Hein? Tu leur coupes l'internet? Ça, c'est absurde encore, des décisions... C'est comme les gens Ten Green qui disent on va interdire les voitures thermiques en 2030. Ah, regardez. C'est pas comme ça que ça marche. Mais bien sûr, les abrutis de politique. Starlink ne cite pas que la France. Bah, le monde entier, Starlink, hein, c'est plus de 100 pays. Hein. Regardez-moi ça. Et hop. Plutôt bien, ouais, mais si c'est de la merde, ta fibre, autant garder. Vaut mieux un bon ADSL qu'une mauvaise fibre. Regardez-moi ce monstre. Donc ça, là, cette récupération, je vous la montre parce que ce booster, c'est B1061. Quelle est la particularité, Ten Green, de B1061? Parce que c'est la 21e fois qu'ils aient récupéré. Absolument, c'est un nouveau record. Ce booster a fait 21 missions. C'est le nouveau vétéran et recordman de la flotte. On a pour le moment... Oh, Général ST, 26 mois, merci beaucoup mec. Tu régales. Donc ouais, c'est le 21e vol. On a, je crois, 2 boosters à 20 vols, un 3e à 21. Et le but de SpaceX, c'est de les tirer 40 fois. Donc ils sont montés à... ouais, 40, la 21. Donc c'est dingue de se dire qu'on a un booster qui a fait 21 missions. C'est plus que ce que Ariane a tiré en 4 ans. Voilà, terrifiant. Mais c'est grâce à ça que Starlink monte en puissance. C'est parce qu'ils ont résolu ce problème logistique de énormément tirer. Voilà. Donc là, vous avez B1061 qui a fait sa 21e mission. Et c'est devenu normal. Et c'est... voilà, c'est assez terrifiant, quoi. J'ai une question un peu annexe pour toi. Est-ce que tu fais un lien entre les échecs des lancements de missiles nucléaires et les déboires de l'aérospatiale européenne? Non, parce que c'est des technologies vraiment différentes. Enfin, pas vraiment. Mais en tirer un missile d'un sous-marin, une fois que ton missile il a quitté le sous-marin, c'est une fusée. Mais ce qui est difficile là, c'est de faire... J'ai vu tous les échecs anglais, c'est de propulser le missile hors du sous-marin. Et généralement, ça échoue au départ. Donc c'est plus ça le problème. Tirer une fusée, c'est simple aujourd'hui. On y arrive très très bien. Le souci là, technologique, est plus de la première phase, de quitter le sous-marin et de faire une belle trajectoire. Donc ouais, on s'en fout de toute façon. On n'est pas là pour parler de militaire, on est là pour parler de civil. Voilà. Donc ouais, voilà pour Starlink et B1061 qui a fait son 21e vol. C'est ça, même pas... Tout le monde s'en est foutu, quoi. Genre, j'étais là, putain, le machin a volé 21 fois. C'est ouais, mais c'est normal maintenant. Ouais, c'est normal maintenant. C'est comme voir des avions décoller. Tu sais, le 747, la première fois qu'il y a un avion, un transatlantique qui a fait 2 vols, tout le monde va dire, putain, il a redécollé et tout. Là, c'est la même chose. 21 vols et tout.
Super. Bon, quoi d'autre? Il y a encore du lourd. Je vais dégager ça. On va passer à Starship. Starship, la semaine dernière, il nous avait fait un full stack. On avait eu un test, un petit test de base. Et Firelink, 28 mois. Merci beaucoup, mec. 28 mois, c'est beaucoup aussi. Hein. Putain, les gens qui sont là depuis plus de 2 ans et tout, ça fait peur. SpaceX, le nouveau Boeing. Mais tu sais que j'ai lu une étude très intéressante où toutes les compagnies ont souvent des mêmes cycles de croissance et de progression. Et à un moment, peut-être que ça va être vérolé. Il suffit de pas grand-chose de véroler par des cols blancs. Et peut-être qu'un jour, SpaceX, en situation de monopole, va se reposer sur ses lauriers, va rentrer en bourse. Elon Musk ne sera plus là. Elon Musk ne sera pas éternel. Et peut-être que SpaceX aura le même destin que Boeing. Absolument. C'est pas un Ça arrive, c'est vraiment pas impossible. C'est peut-être même le destin de SpaceX de devenir le nouveau Boeing. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Donc ouais, on avait un Starship Opad en prévision du prochain tir, mais on était là pour faire un wet dress rehearsal, donc une simulation de vol, sachant qu'ils n'ont encore aucune licence de tir, comme d'habitude. Hein. Et c'est... les images sont, comme d'habitude, assez folles. C'était lundi. Voilà ce que ça donne. Starship entièrement chargé en ergol, méthane liquide, oxygène liquide, 5000 tonnes Opad. Incroyable. Les images sont folles. Hein. Et ils l'ont fait du premier coup. C'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. Je me rappelle, d'il y a 2 ans, des gens disaient que ça serait technologiquement pas possible, en termes de moyens techniques humains qu'on a aujourd'hui, de charger 4000 tonnes d'ergol dans Starship. Et c'est vrai que c'est techniquement difficile. Puis après, j'ai vu des gens dire... Ah bah ils y arrivent quand même, mais il faudra au moins 12 heures pour charger un Starship en ergol. 12 heures. Tu sais en combien de temps ils l'ont chargé, Ten Green, Starship, là? Ce WDR? Aucune idée. 35 minutes. Ils l'ont chargé en 35 minutes. C'est le nouveau record. Ils ont fait pas mal d'upgrades. Ils ont chargé Starship en 35 minutes. C'est encore plus important que le WDR réussi. Ils ont allumé la ferme, YOLO, ils ont chargé le machin en 35 minutes. Ils avaient chargé les 4000 tonnes d'ergol dans le merdier. C'est fou. C'est fou. Et le pire, c'est qu'ils le font avec une facilité totalement déconcertante. Là où on se rappelle de la SLS, où il avait fallu 4 ou 5 WDR, là, ils ont juste... ils sont en train d'acquérir une maîtrise technique de leur engin totalement dingue. Et c'est le but, hein. Le but c'est de falconiser Starship. Hein. J'ai vu un mec qui disait, dans 5 ans, ils tireront plus de Starship par semaine que de Falcon 9. Dans 5 ans. Et je me dis qu'il a pas tort. On a des... là, on a une 2... Donc, ouais. Incroyable, hein. Hop là. Donc on a des très belles photos du WDR. Matez-moi ça, si c'est pas beau. Le temps de 5 km sur le périph' à 50 km/h dans les bouchons. Matez-moi ça si c'est pas incroyable. C'est beau. Hein. Très très impressionnant. Hop là. D'ailleurs, dans la foulée, ils l'ont déstack. Bah ouais, ils l'ont déstack parce que... Déjà, il y avait des trucs à faire sur le bouclier. Il manquait des tuiles. Et ça, c'était hier ou avant-hier. Regardez le nombre de treuils, de chariots élévateurs en train de bosser sur le bouclier. Parce que des gens ont noté qu'il manquait pas mal de tuiles. Donc, ils ont fait un WDR, Ten Green à l'arrache, sans toutes les tuiles et tout. Donc, fallait descendre. Ils ont des stacks et dans la foulée, ils ont bossé sur... ils bossent sur le bouclier. Donc, ils l'ont même pas ramené. On pensait qu'ils allaient le ramener au hall de production. Mais pas du tout. Ils estiment qu'ils peuvent faire les petites réparations et dépannages directement dessus. Donc, regardez la taille du truc. Hein. On a du mal à imaginer que... Ça fait plus de 50 mètres de haut, Starship. Mais regardez le monstre, la taille des gens. C'est absolument énorme. Donc dans la foulée, WDR réussi, ça a été annoncé, ils ont des stacks. Et dans la foulée de ça, on s'est dit, quand le tir? Le WDR, c'est tout le temps l'étape la plus importante. WDR réussi. Sauf qu'on sait qu'ils n'ont pas de licence. La licence de tir n'est pas encore là.
Et on a commencé à avoir des notes marques qui apparaissent. Donc les notes marques, c'est quand vous déposez à la FAA des demandes en fait d'interdiction de zone maritime, parce que vous pouvez pas tirer Starship comme ça YOLO. Vous devez avoir une licence de tir, vous devez avoir l'autorisation du juge du county, donc le juge Treviso pour le county du coin. Vous devez avoir posé des demandes d'interdiction navale auprès des gardes-côtes et aériennes, et on a commencé à avoir des notes marques, donc toutes ces notices pour le 1er juin. Donc ça, comprenez que SpaceX n'a pas communiqué, c'est qu'il y a des gens qui ont du temps libre pour aller fouiller toutes les merdes les plus profondes de paperasse fédérale pour voir les demandes que fait SpaceX, les demandes officielles, pour avoir des demandes d'interdiction, d'accès maritime et tout ça. Donc on a commencé à avoir des notes marques qui sont apparues pour le 1er juin. On était là, oh putain, ça y est, c'est le 1er juin, pas sûr à 100%, mais ça y ressemble. Et il s'avère que non. C'est SpaceX hier qui ont dit non, première date, c'est le 5 juin. Donc en fait, toutes ces demandes, elles sont officielles, mais elles peuvent être décalées d'un jour à l'autre, tout simplement. Donc SpaceX avait sûrement fixé en première date le 1er juin, et ça a décalé après au 5 juin. Donc la première date officielle, ça a été confirmé par SpaceX, par Elon Musk, ça serait le 5 juin. Sûrement le matin, comme toutes les dates qu'on a donc le matin là-bas, mais nous, vers, je crois que c'est les dates, Ten Green, c'est midi 13h quand ça tire, c'est ça? Dans ces eaux-là, 11h, ouais, 11h midi, à chaque fois. Et donc ouais, réservez votre... Le 5 juin, c'est quelle date? Le 5 juin, c'est un mercredi. Donc réservez votre mercredi, midi, potentiellement. Mercredi midi, on risque d'avoir le tir numéro 4. Ça va être quelque chose. Et on serre les fesses. On est à quelques jours d'un tir de Starship. C'est... Je vais pas vous parler du programme de tir et tout ça parce qu'ils veulent faire certaines choses et tout ça qu'il n'y a pas eu avant. On attendra d'avoir le tir et d'être le matin du tir pour parler un peu en détail de ce qu'ils veulent faire et tout ça. Ils veulent... ouais, on rentrera dans le détail. Et il faut aussi qu'on parle de Starbase. Souvent, je me focalise, moi, sur les infrastructures de tir. Mais c'est vrai que depuis plusieurs mois, ils ont entrepris d'augmenter la taille, de virer toutes les vieilles tentes. Et ils ont officiellement fini. Donc là, vous avez un parking automobile de plusieurs étages en construction. Comme ça, ils vont pouvoir virer toutes les bagnoles et faire de la place. Et voici la... Donc là, vous avez les B, les high B, les méga B pour mettre les Starship et les boosters. Et regardez la taille de la Star Factory qui est officiellement finie. Donc ils ont dégagé toutes les tentes. Ils avaient plein de tentes et tout. Ça faisait vraiment clodo, garage. Ils ont viré toutes les tentes et ils ont officiellement fini la Star Factory. Donc le bâtiment, là, il doit faire presque du 200 sur 300 mètres. Hein. Le bâtiment est gigantesque. Hein. Et ils ont officiellement fini la Star Factory. Donc ils vont construire tous les Starships là-dedans. Ils assemblent les Starships à l'intérieur. Et ils ont pour plan d'avoir... Il y a le même bâtiment à Cap Canaveral. Voilà. Donc matez-moi un petit peu le monstre. Et ça, c'est... Il y a tout un flanc en verre qui sera sûrement un hall d'accueil et tout ça. Ils sont bons pour construire. Hein. Même Tesla, ils ont les mêmes ingénieurs. Et Tesla a construit un des plus gros bâtiments des États-Unis en l'espace de quelques mois. Ça s'était pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale en termes de temps de construction et de vitesse d'opération. Donc là, vous avez le savoir-faire des mêmes ingénieurs qui construisent chez Tesla les bâtiments. Et regardez ça, comment ça va vite. Donc ça a été pris il y a quelques jours, tout le bâtiment en verre. Pour aller mettre des énormes panneaux en verre au-dessus de Ten Green, ils ont amené un hélico. Il y avait un hélico qui faisait des allers-retours et qui posait, non, pas de temps avec les crues, on amène un hélico, ça va plus vite. Dites-vous que c'est presque $1 milliard par an en infrastructure qui posent à Starbase pour sans cesse améliorer. Donc non seulement ils construisent et améliorent, mais ils fabriquent en même temps. Donc il ne faut pas interrompre le cycle de fabrication parce que vous avez vu que ça tire du Starship. Donc dites-vous qu'ils continuent de produire des Starships comme des dingues en même temps qu'ils construisent ça dedans. Donc ils construisent dedans en même temps que c'est dingue. C'est de la folie. Et d'ailleurs, regardez ça. Ça, c'était encore... ça, c'est les tronçons de la deuxième tour, je les avais montrés. On va aller faire un tour à Massey. Alors, peut-être que les gens ne savent pas où c'est Massey. Je l'avais montré il y a très longtemps. Donc, comprenez que Starbase, on va aller voir... Hop. On va aller sur Google Maps. Voilà. Windows.
Et je vais vous montrer un peu Boca Chica, parce que peut-être que les gens... je l'avais montré il y a longtemps, mais bon, on a peut-être des nouveaux viewers. Donc ils font tout ça au Texas. Ils font tout ça au Texas, aux États-Unis, juste à la frontière mexicaine. Voilà. On est dans l'embouchure du Rio Grande. Donc, le Rio Grande, c'est la frontière avec le Mexique. Voilà, tac. Là, vous avez le Rio Grande. Là, vous avez le Mexique. Au nord, les États-Unis. Voilà le Rio Grande. Vous le voyez, le Rio Grande, donc c'est la frontière avec le Mexique. Et vous avez au nord, voilà Starbase. Donc ils sont même pas à 1 km de la frontière avec le Mexique. Voilà Starbase. Alors, vous pouvez voir que Starbase n'est pas à jour. Regardez, la dernière photo satellite qui a été mise à jour, c'était au début de la construction de la Starbase, de la Star Factory. Vous avez vu? Ça, c'est les anciennes tentes. Truc de dingue, hein? Regardez, je vais vous remontrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est pour vous montrer à quel point ça évolue sans cesse. Hop, je vais vous mettre la photo par-dessus. Donc ça, c'était il y a quelques mois. Regardez aujourd'hui. Vous avez vu le truc de dingue? Comprenez que elles sont à jour, ces photos satellites. C'est juste que c'est là-bas. C'est là-bas, c'est des malades. Cette photo, elle a 8 mois. 8 mois, c'est considéré comme à jour. Voilà ce que font les tarés là-bas en termes de vision et de travail. Sachant que ça bosse, hein, ils s'arrêtent pas de bosser. Voilà. Hop là. Ça bosse, hein. Donc voilà, la nouvelle Star Factory. Donc vous avez une idée de où c'est. Sauf que ce site, donc là vous avez le site d'assemblage, de fabrication. Et voilà ce que je vous montre souvent. Donc quand vous voyez les boosters et les Starships être déplacés, ils passent par la route. Par la Highway 4, la Highway 4, l'autoroute 4. L'autoroute, ça a d'autoroute que le nom. Ça passe là. Et voici le site de lancement. Vous pouvez noter que le site de lancement lui-même n'est pas à jour. Hein. Donc là, on a un Starship qui doit être l'ancien Starship. Donc ces photos datent sûrement du tir précédent. Ça serait peut-être S-28 qu'on aurait là. Sachant que là, non mais c'est beaucoup plus vieux que ça. Ten Green, parce qu'il y a tous les réservoirs verticaux qui sont encore là. Et les réservoirs verticaux ont quasiment tous été enlevés déjà. Donc ouais, même la ferme orbitale est obsolète de ce que vous voyez là. Le souci, c'est qu'ils veulent construire une deuxième tour. Ici. Vous voyez là? Ce que vous voyez là, c'est là où il y aura le deuxième pad. En vue satellite. Donc là, ils ont déjà détruit. Ils ont détruit ça. Ça là, c'est obsolète. Ça a été détruit la semaine dernière. Ils sont en train de tout péter la ferme orbitale. Le souci, c'est que là, ils ont plus de pads maintenant pour tester en suborbital et faire des feux statiques. Alors, ils peuvent faire des feux statiques pour les boosters sur la table orbitale, mais ils ont plus de ce que j'appellerais un pad suborbital, avec une ferme suborbitale pour tester Starship. Donc, il y a 2 ans de cela, ils ont acheté une parcelle. On va remonter un petit peu en hauteur. Donc, vous suivez l'autoroute numéro 4. Et là, donc là, c'est le Rio Grande. Et à gauche, vous avez... Ils ont acheté cette espèce de petit site. Donc là, c'est à la frontière avec le Mexique. Hein. Voici Massé. Donc là, Massé était en pleine construction. Vous regardez, il y a plein de réservoirs. Parce qu'ils ont construit une nouvelle ferme suborbitale avec des pads suborbitaux directement à Massé. Cette photo a plusieurs mois. Elle est obsolète. Je vais vous montrer à quoi ressemble Massé. Donc comprenez qu'ils aiment désormais... Pour tester les Starships, ils les testeront plus directement sur leur pad orbital, ils les amènent par l'autoroute 4, ici. Donc vous avez des photos dingues, où à 2h du matin, il y a des gens qui vivent dans ce coin-là, hein. Ils vont en bagnole, ils vont travailler, et ils baladent, et ils tombent sur des Starships. Sur des Starships qui sont déplacés sur l'autoroute 4, de Boca Chica à Massé. Donc voilà à quoi ressemble Massé. Massé qui est quasiment terminé. Donc là, vous avez S-27 au pad. Les photos sont incroyables. Donc là, vous avez S-27 avec une tranchée. Donc là, S-27 qui a reçu ses moteurs, qui est, on pense, un Pathfinder. Donc vous noterez qu'il n'y a aucun bouclier, aucune ailette. Donc c'est peut-être un Pathfinder, ouais, S-26. S-26, absolument. Même moi, je me perds les pieds dans les Starships tellement il y en a. Donc il y a un vieux Starship maintenant, mais on pense qu'il est possiblement le Pathfinder pour tester plein de nouveaux... Je pense pas qu'on verra S-26 sur un Starship. Peut-être, allez savoir. Et notez la tranchée anti-flamme. Donc
la ferme suborbitale qui est collée. Et regardez la tranchée. Donc c'est une tranchée, on n'a jamais vu ça. Pour tester Starship, vous noterez la taille hein, des installations. Vous avez une très belle tranchée. Et voilà, vue du dessus, à côté encore. Donc là, vous avez le Rio Grande et le Mexique derrière. Donc voilà, c'est maintenant là qu'ils vont absolument tout tester en termes de Starship. On ne verra plus de feu statique à Boca, on les verra amasser. Voilà, donc on attend avec impatience de voir un premier feu statique. On sait qu'ils font tous les tests cryo et tout ça, donc les installations sont fonctionnelles, hein, mais on n'a pas eu encore de feu statique à amasser. On attend avec impatience, sûrement dans les prochaines semaines peut-être, voire pour 1 mois, 2 mois, pour quand ils commenceront la nouvelle campagne de tir pour encore le suivant. Voilà. Pendant ce temps, mais ça a l'air tellement passionnant, mais c'est passionnant. Il faut juste venir de temps en temps pour s'y habituer. Tous les moteurs Raptor, bah ouais, les moteurs Raptor, faut les tester. Donc quand vous voyez un booster comme B11, vous avez 33 moteurs Raptor et vous avez 6 moteurs Raptor sur un Starship. Tous ces moteurs Raptor, ils arrivent à Boca Chica, ils sont certifiés vol. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été testés, mais ils ne sont pas testés ici. Ils sont testés sur un autre site au Texas qui s'appelle McGregor. Et à McGregor, ils testent tous les moteurs un par un. D'accord? Ils arrivent, donc là par exemple sur notre S29, qui a été descendu il y a quelques jours, vous avez 6 moteurs Raptor. Hop là! Vous avez 6 moteurs Raptor. Comprenez qu'ils allument ces moteurs Raptor uniquement pour les feux statiques et pour le vol. Donc il n'y a aucun moteur Raptor à Boca Chica ou à Massé qui est allumé pour être testé. Ils sont déjà tous certifiés vol, ils ont déjà volé ils ont déjà été testés plusieurs minutes à McGregor au Texas. Donc jamais je vous montre McGregor parce que les mecs font que allumer des Raptors. Alors c'est assez impressionnant parce que quand on connaît l'industrie, allumer un moteur c'est assez incroyable. À McGregor ils vous allument des Raptors non-stop, ils testent des nouveaux Raptors, des nouveaux trucs, des prototypes, ils en explosent aussi. Ça arrive. Ça c'était il y a avant-hier. Nous sommes à McGregor pendant un test. T'as vu la vidéo, Tan Green? Ouais, je te l'ai envoyé. Pendant un test de moteur Raptor. Donc on sait pas ce qui s'est passé, si c'était un nouveau prototype et tout ça. Donc ça c'est l'allumage d'un Raptor. Des fois vous pouvez exploser une tuyère. C'est-à-dire que vous allez exploser la tuyère, elle va fondre la tuyère, mais vous allez réussir à préserver le bloc moteur. Là, à l'allumage, tout a explosé. C'est-à-dire que c'est pas pendant il n'y a pas eu une augmentation de la température où ils ont perdu le contrôle. Là, à l'allumage du Raptor, regardez, vous voyez la première flamme dessous? Ça. Ça, c'est l'allumage du Raptor. Ah putain. Et après, tout a explosé au-dessus. Voilà. Donc ils ont explosé un moteur Raptor. C'est pas la première fois. Hein. Là, si on compte tous les Raptors qu'ils ont explosés, ils doivent être à 30 moteurs Raptor explosés. C'est comme ça que SpaceX opère. Ils testent. Bon voilà, Tan Green, je pense qu'il va peut-être falloir faire quelques réparations sur le tripode par contre. Parce qu'il a dû ramasser Trop fort, ouais, mais ils ont plusieurs pads comme ça, hein. Comprenez que c'est pas l'unique endroit où ils testent des Raptors. Ils ont des pads, des tripodes verticaux, horizontaux. Mais ouais, c'est toujours impressionnant de voir un moteur Raptor qui pète. Alors, je sais, certains vont dire, oh là là, ils ont explosé un moteur Raptor et tout, c'est grave. Non, ils en sortent un par jour de moteur Raptor. Un par jour. Donc comprenez que c'est la mentalité de SpaceX de les pousser au maximum pour récupérer de la data. Donc là, il vaut mieux que ça arrive là qu'à bord d'un Starship ou bord d'un booster. Donc tout ce qui a pété là, ils vont identifier pourquoi ça a pété. Peut-être qu'il y avait quelque chose de défectueux qui est sorti des chaînes de montage. Ils vont identifier sans aucun souci avec la data qu'est-ce qui était défectueux, pourquoi c'était défectueux, et ils vont résoudre un problème. Et SpaceX fonctionne de cette façon. Ils poussent tout à l'extrême en termes de tests pour casser des choses, pour exploser des choses, identifier les problèmes et les résoudre. Ça coûte cher. Parce que là, le moteur Raptor, bon, c'est presque un bon $1 million que vous venez de voir partir en fumée. Mais dans la grande histoire des Raptors où vous en sortez un par jour, ça représente rien du tout, un moteur Raptor.
Par contre, les problèmes que vous allez résoudre, eux, valent cher. Et ouais, voilà, donc c'est impressionnant visuellement de voir un moteur Raptor qui est mis à feu et bah, qui a totalement explosé sur son pad. L'entièreté du moteur a pété là. C'est rare de voir un Raptor entièrement pété. Parfois, ils fondent ou ils arrivent à garder le contrôle de l'explosion en empêchant la destruction du bloc moteur supérieur. Là, le machin, c'est totalement explosé. Et c'est allé très vite. Donc c'est peut-être un défaut de conception. Là, on voit la mise à feu. Et on voit que déjà, là, il y a un problème. On voit que là, déjà, il y a un problème. Donc il y a une réaction en chaîne et l'entièreté du moteur a fait boum. Je trouve ça incroyable. Voilà. Mais voilà où ils testent les moteurs Raptor à McGregor, un site que je monte quasiment jamais. Mais dites-vous que tous les Raptors que vous voyez qui volent et qui sont embarqués, donc les 33 moteurs Raptor sur un booster, sont testés ici sur ce pad. Et on les allume, on les fait tourner pendant 2 minutes et on est sûr qu'ils ont déjà volé, qu'ils sont testés, qu'ils sont fiables. Donc vous avez tous les moteurs qui arrivent sont certifiés vol à McGregor. Donc c'est intéressant de voir la chaîne de production de comment ils produisent les moteurs Raptor. Voilà. Ce sont des racks que l'on voit sur la gauche. Sûrement qu'il faut monter, hein, sur le merdier. Hein, voilà. Donc ouais, très intéressant de voir la logistique. Donc ouais, retenez. Début juin, 5 juin, c'est officiel. On a une date. Donc sûrement qu'ils vont avoir la licence de tir. C'était prévu qu'ils aient la licence de tir pour fin juin. Ils ont encore les explosifs, les FTS, à mettre en place. Dès qu'ils auront mis les explosifs et que ce sera stacké, on saura que le tir est imminent. Ça pourrait être fait sûrement début juin. Donc ouais, 5 juin, réservé, on sera en live. Hein. Le 5 juin, la journée est bloquée. Et peut-être que je serai en live pour Starliner selon les horaires. On verra, ma motivation. Ouais. En fait, j'ai aucune confiance en Boeing. C'est ça le problème, Ten Green, j'ai pas envie de streamer parce que je me dis que si c'est stream et que ce soit juste une annulation de merde à 12 minutes de la fin, à 12 minutes du décompte, ça me fait un peu chier, tu vois. J'ai aucune confiance. J'ai aucune confiance. Donc quoi qu'il arrive, peut-être que je streamerai Starliner, on verra. Mais 5 juin, Starship, vol 4, on sera là. 2 heures avant. Je sais pas si Ten Green sera dispo, hein, vous comprenez, il a ses importantes obligations IRL, voilà. J'ai pas envie de voir Starliner pour me casser les couilles pour que finalement ce soit du LA. Mais Starship, Ten Green, Starship. Ah, Starship, je le regarderai dans un coin, ça y a pas de soucis. Ah ouais. Mais bon, Starliner, bon. Oh là là, intéressant à faire, genre Trill, Papitolet, je pense. Brace Dragoon, 3 ans. Je me trompe pas, Brace Dragoon. 12 plus 12 plus 12, ça fait 3 ans. Merci beaucoup, mec. 3 ans, c'est pas rien quand même. Hein. 3 ans de sub, il a depuis longtemps, Brace Dragoon. Hein. Merci à toi, mec. En tout cas, ouais, 5 juin, c'est dingue la cadence de tir. Hein. J'avais vu un comparatif par rapport au vol de la navette spatiale Ten Green et Starship, alors que c'est encore dans une phase de prototype. Starship est déjà plus rapide en termes de tir et de construction que la réutilisation de la navette par an. T'es là à te dire, putain, c'est fou. C'est fou. Donc ouais, on a hâte de voir Starship voler le 5 juin. On espère que tout va bien se passer. Je reparlerai du vol. Ils veulent tester des trucs en particulier. Putain, ça nous rajeunit pas, Brace Dragoon. Hein. 10 ans de vidéos sur YouTube. Ça nous rajeunit pas. Hein. T'avais quel âge il y a 10 ans, Ten Green 14 ans. Sans commentaire. On va s'arrêter là. Voilà. Oui. On va s'arrêter là. Ce soir, je ferai un Lord of the Rings sur Théoden et sur le défunt Bernard Hill, l'acteur qui avait fait Théoden sur Le Seigneur des Anneaux, qui avait joué Théoden. Et je bouclerai à 21h30 sûrement. En fin de soirée, on bouclera le scénar sur Undead Waste, parce que je pense que je suis allé assez loin et que maintenant c'est que du steamroll. Et normalement, dimanche, en début d'après-midi, peut-être qu'on se fera du War Thunder en début d'après-midi, et en soirée, Age of Empires 2, s'il y a des gens qui veulent venir jouer, on fait des chouettes games en FFA, c'est très amusant. Voilà. Bon, Ten Green, merci de ta présence. Et pour les autres, quoi qu'il arrive, semaine prochaine... Attends, la semaine prochaine, c'est quand exactement? C'est le premier. Peut-être qu'on aura eu des news sur Starship, qu'on aura eu les FTS demi, la licence sera peut-être tombée, on aura sans aucun doute des news en prévision du 5. Voilà. Donc, et surtout le premier, normalement c'est Starliner. Hein. Donc Starliner, ça serait peut-être dans l'après-midi. On verra les horaires et tout. Si c'est en pleine nuit, je stream pas, hors de question. Hein. Mais on verra. Voilà.
Bon, on s'arrête là. Passez un bon week-end, bonne journée, bonne soirée, peut-être plus tard pour ceux qui seront là pour le Lord of the Rings. Et